Buongiorno a tutti. Ce n'est un secret pour personne, Hirohiko Araki est un personnage assez en couleur. Il arrive parfois qu'il passe pour étrange, voire même farfelu. En témoigne le même Araki Forgot si cher aux fans des aventures bizarres de Jojo. Cela se retranscrit d'ailleurs parfaitement dans son magnum opus, empreint d'une inhérente dualité entre phases de mythiques affrontements au rationalisme prévalent presque scientifique, où les personnages élaborent des plans dans un ballet successif de rebondissements et de stratégies aussi surprenantes que glorieuses, mais aussi entre moments qui paraissent de prime abord saugrenus, voire même absurdes ou inexplicables, si tant est qu'on ne relise pas la scène une bonne dizaine de fois. Bon, j'abuse peut-être un peu là, mais qui dans la salle peut oser me dire qu'il a tout compris à n'importe quelle situation de Jojo du premier coup? Qui? Hein? Bah moi j'ai tout compris, hein. Ferme ta gueule! Mais ce qui fait de Jojo une œuvre à part, c'est aussi toute son ambiance, son atmosphère pleine de mystères, d'interrogations, de bizarreries, cette concomitance du réalisme et de l'occulte. Dans Jojo, il existe des mystères qui n'ont jusqu'à ce jour pas eu de résolution ou de réponse concrète. Cela fait vivre le manga en somme, car les gens théorisent continuellement, l'imaginaire s'enflamme et le manga demeure perpétuellement dans un état d'ouverture artistique. Mais bon, des fois ça fait quand même bien chier car on aimerait enfin lever le voile sur tous ces mystères qui nous fascinent tant quand même. Mesdames et messieurs, plongeons-nous aujourd'hui dans les mystères inexpliqués et irrésolus de Jojo's Bizarre Adventure. Je préviens d'avance, dans cette vidéo je vais parfois mentionner des choses qui ne sont pas vraiment des gros mystères mais que je trouve amusantes à souligner. Je vais parler des parties dans l'ordre, alors si vous ne voulez pas voir une partie en particulier, libre à vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé d'autres mystères que j'aurais oubliés et dont vous voudriez faire part car je n'ai pas cherché comme un dingue non plus. Comme dirait l'autre, let's go. Dans la partie 1 Phantom Blood, Erina échappe à la mort avec bébé Lisa dans le cercueil de Dio. Pourtant, un siècle plus tard, Dio réémergera du même cercueil. Y avait-il deux exemplaires du même cercueil au même endroit? Dio a-t-il des cercueils de rechange? Change-t-il de cercueil comme de chaussettes? Bonne question. Dans la partie 2, quand Stroheim réfère à Santana, Cars sait de qui il s'agit. Pourtant, Santana est le nom donné par les nazis à cet homme du pilier, mais la probabilité qu'il s'agisse de son vrai nom et que Stroheim l'ait par hasard deviné est quasi inexistante. Peut-être que Cars a juste supposé qui était Santana car il est très intelligent, mais même... C'est vraiment très étrange puisqu'il dit que Santana était un des hommes du pilier les plus faibles. Donc il le connaissait vraiment quoi. Mais enfin. Stroheim se fait atomiser et revient sous la forme d'un cyborg hyper robotisé et armé. Nous sommes en 1939 pour rappel. Alors ces nazis étaient si en avance sur leur temps ou est-ce du bullshit total? Dans la partie 3, Star Platinum ramène une multitude d'objets à Jotaro alors qu'il est en tôle. Cependant Star Platinum n'a que 2 mètres de portée. D'ailleurs dans ma vidéo sur les stats, j'ai vu une personne qui m'a dit que de base les stands avaient une portée ultra élevée, mais qu'en fait plus ils sortaient de leur range effectif fondamental, plus ils étaient faibles. Certaines personnes théorisent sur le fait qu'en gros, comme un stand est une forme de télékinésie, il peut se déplacer plus loin que sa range effective, mais que plus il le fait, plus il perd en puissance graduellement. D'accord. Maintenant, expliquez-moi pourquoi, entre autres exemples, parce qu'il y en a beaucoup, dans la partie 4, quand Josuke se bat contre Superfly, le mec esquive ses coups au KLM juste en s'éloignant un tout petit peu et donc en augmentant la distance entre lui et Crazy Diamond. Si on suit ces théories de range limité, pourquoi Josuke n'a pas temporairement augmenté la portée de Crazy Diamond pour toucher son adversaire, même si cela impliquait de baisser quelque peu en puissance? Moi j'ai juste envie de dire bullshit. J'entends bien cette théorie, mais donnez-moi la source officielle et spécifique du manga, avec le passage exact pour l'étayer et on en reparle. Auquel cas j'aurais l'air bien conscient. Pour en revenir à Star Platinum, comment a-t-il ramené des objets à Jotaro? Eh bien nul ne le sait. Comme il s'agissait des balbutiements des stands, on peut théoriser qu'Araki n'avait tout simplement pas posé un fonctionnement définitif des stands, et que leur modalité était sujette à modification. Car après tout, Araki change et oublie souvent des trucs. Mais imaginez un instant le bordel si des stands même close range avaient une portée ultra grande. Je veux bien que les stands se fassent l'écho de l'énergie spirituelle des gens, mais imaginez juste tous les affrontements qui auraient été bien différents si cette théorie de la range était valable. Ça aurait été tellement moins prenant et passionnant et encore plus illogique que ça ne l'est déjà en vrai. Kakyoin pouvait visiblement blesser des gens avec un tableau avant. Comment? Eh bien je ne sais pas. Logiquement il se servait de la très grande mobilité à longue distance de High of Green, mais du coup Jotaro aurait dû voir le stand quand il lui mettait des coups en traître. Étrange. D'ailleurs il pouvait posséder des gens aussi visiblement. Quand Jotaro vint Dio, il lui met un coup de poing sur sa jambe. Et après Dio se met à craqueler et finit par exploser. Mais comment ça se fait qu'en vrai, ce coup-là spécifiquement a réussi à vaincre ce vampire de Dio? Genre le coup se propage de la jambe jusqu'au crâne quand même, Mais avant ça, Jotaro avait déjà éclaté le crâne de Dio. C'est bizarre. Pendant qu'un vampire, il faut soit l'exploser au soleil, soit se servir des ondes, ou soit lui éclater la tête entièrement. Bon, je chipote là-dessus, mais tout de même c'est marrant. Pourquoi Dio ne se sert-il pas de ses autres capacités vampiriques comme dans Phantom Blood? Genre geler des trucs, tirer des rayons laser, ce genre de choses. Maintenant parlons du plus grand mystère de la partie 3 qui est aussi un des plus grands mystères de toute l'histoire de Jojo et peut-être même de l'humanité. Les cheveux de Jotaro. Quelle magie noire satanique lui permet de fusionner sa casquette à ses cheveux, dites-moi? Et ce, même dans la partie 4 et 6. Comment ça fonctionne? Pourquoi? Quelle force cosmique lui permet de faire ça? Quel mystère. Dans la partie 4, Mikitaka est-il vraiment un extraterrestre ou un simple manieur de stand? Après tout, les stands ont de base émergé d'un virus extraterrestre, alors bon, peut-être est-il vraiment un visiteur venu d'ailleurs. Un autre grand mystère de la partie 4 et de Jojo en général. Qui est cet homme qui sauve la vie de Josuke et qui lui fait adopter cette pompadour si caractéristique en guise d'hommage?
Personnellement, à l'époque, je croyais qu'il allait avoir un délire de retour dans le temps à cause d'un pouvoir de Kira, et que Josuke allait devoir sauver son lui du passé. En tout cas, cet homme mystérieux n'était peut-être juste qu'un simple passant en perdition qui a aidé Tomoko et Josuke. Peut-être aussi que Josuke, après les événements de Diamond is Unbreakable, s'est retrouvé face à un manieur de stand capable de voyager dans le temps, ou que sais-je, vraiment, on peut tout imaginer. Mais à mon avis, c'était juste un mec lambda, même s'il a une forte ressemblance avec Josuke. Toujours est-il que le plus gros mystère de la partie 4, c'est sûrement cette gueule-là. Hayato. Bon, passons maintenant à la partie 5, et là, pour le coup, il y a vraiment de la matière. Où est passé le gangster dont Giorno a sauvé la vie et avait-il des liens avec Passionné? Si oui, pourquoi Giorno n'a pas rencontré quelques années plus tard? On peut supposer qu'il avait forcément des liens avec Passionné, vu que c'est la plus grande organisation criminelle de Naples, et même d'Italie. Où sont passés les pouvoirs de réflexion des dommages et d'accélération d'essence de Gold Experience? Ils étaient tellement pétés qu'ils auraient bien été utiles dans la suite des aventures de Jojo. Peut-être trop pétés en fait d'ailleurs. Comment Giorno a-t-il la photo de son père Dio? C'est sa mère qui s'est dit que ce serait cool de la prendre et de la mettre sur Insta après s'être fait abuser par un vampire centenaire mégalomaniaque peut-être. Et comment Jotaro a la photo de Giorno? D'ailleurs Jotaro a des photos de tout et de tout le monde, c'est pas un peu étrange ça? L'Ikea Iluka est-il un stand? S'il fait partie de Passionné, on peut supposer que oui. En tout cas, il ne s'en est visiblement jamais servi. Peut-être qu'il a réussi le test du briquet de manière conventionnelle et que du coup il n'a pas eu d'interaction avec Black Sabbath. Peut-être donc qu'il y a une section de subordonnés de Passionné qui n'a pas de stand, à l'instar de Pericolo par exemple. Ou même donc les hypers de Sticky Fingers. Il semble que même Buccellati ne le sache pas concrètement. Mais ils sont plutôt pratiques pour faire des toilettes d'urgence en tout cas, ce n'est pas Trish qui dira le contraire. Le pouvoir de King Crimson est à lui seul un des plus grands mystères de la partie 5. D'un point de vue symbolique et métaphorique, il représente la volonté intrinsèque de Diavolo de demeurer insidieux et de moduler le destin à ses propres désirs. Arriver à une explication compréhensive et surtout définitive de son pouvoir est une quête de longue haleine pour un lecteur de JoJo, et le mystère de King Crimson contribue narratologiquement à la thématique centrale de Vento Reo, c'est-à-dire le destin. Toujours est-il que moi, je me demande bien comment Diavolo il a fait pour quitter sa chambre d'hôtel quand la femme de ménage est arrivée, sachant qu'il avait qu'une fenêtre de 10 secondes avec son pouvoir pour tout nettoyer et ne laisser aucune trace de son passage. Et vu qu'il s'est excité comme un timbré sur son clavier, je le vois mal ramasser toutes les petites touches une par une quand même. Après King Crimson est un son extrêmement rapide, donc bon j'imagine qu'il a eu le temps de tout nettoyer comme il faut. Comment Polnareff est-il parvenu à survivre à l'assaut de King Crimson lors de leur première rencontre? Non seulement se fait-il oblitérer par le tank atomique qu'est King Crimson, il est aussi projeté en contrebas d'une falaise et s'écrase en plein sur un rocher. Notre bon Polnareff a dû avoir une sacrée bonne étoile. Ça ou alors le destin a sûrement sauvé Polnareff pour en faire des instruments de la victoire future contre Diavolo. Comme pour signifier une fois encore que le destin ne saurait être manipulé à sa convenance personnelle. Comment Carnet savait-il que son stand Notorious Big s'activerait à sa mort? Car il avait l'air d'en être parfaitement conscient, sinon il n'aurait pas approché le gang aussi sereinement à l'aéroport. Peut-être aussi qu'il n'en était pas conscient et que le hasard a joué des tours au gang en créant un stand absolument pernicieux. D'ailleurs je me suis toujours demandé, à quoi ressemble l'atterrissage du gang avec le parachute factice créé par Spice Girl? Parce que bon, ils sont quand même 3 collés sur un vieux parachute de fortune à des centaines de mètres d'altitude au-dessus de la mer, avec tous les vents et les courants que ça implique. Alors imaginez si à cause du vent ils étaient tombés dans la mer ultra loin du rivage. Imaginez s'ils s'étaient fait attaquer par des requins, ou même pire s'ils étaient retombés à côté de Biggie en mode poulpe géant. Et vu que Trish était dans les parages et qu'on est dans un manga japonais, ça aurait pu finir bizarrement cette histoire, si tu vois ce que je veux dire. C'est génial. En tout cas j'aurais clairement voulu voir la scène d'atterrissage perso, mais ça restera sûrement un mystère ça aussi. Le fait que l'âme de Polnareff ait été absorbée par la tortue à sa mort, c'est un peu un mystère en soi. Mais moi ce qui me choque le plus avec la capacité de Chariot Requiem, c'est plutôt le processus par lequel l'échange de corps est induit en fait. En effet, les personnages suggèrent que le changement opère avec l'entité la plus proche de soi. Cela implique même les animaux comme des chiens, ou des oiseaux et même des insectes il faut croire. Alors du coup, comment ça se fait que Doppio a changé de corps avec Buccellati, dont on voit clairement que le corps est à une position bien plus éloignée que celle des autres membres du gang par rapport à Diavolo, et pas avec la tortue qui semblait elle plus proche vu que Diavolo venait de trouver Polnareff. Ou même, on est au Colisée à Rome, et alors il y a plein de petites bêtes qui pullulent, des rats, des chats, etc. Ça aurait été bien marrant un qui invoque King Crimson, tiens. Bien, parlons maintenant de 3 vrais mystères qui sont à mon sens les plus grands mystères de la partie 5, et même de JoJo en général. Premièrement, la période de gestation de Diavolo. Diavolo serait selon Sama resté pendant 2 ans en son sein. Et en outre, il est né dans une prison pour femmes avec des gardiens uniquement féminins et pas d'hommes aux alentours. D'ailleurs, pourquoi gardait-il sa mère vivante enterrée sous le sol avec la bouche totalement cousue? Le passé de Diavolo ne fait que renforcer d'autant plus le mystère autour de ce mythique méchant de JoJo, tout comme les causes de son dédoublement de personnalité. Deuxièmement, la découverte du cadavre de Buccellati par Mista et Trish. La fin de Vento Oreo est d'autant plus tragique et poignante qu'on ne saura jamais quelles ont été les réactions de Trish et Mista à la mort de Buccellati. Surtout qu'ils avaient plaisanté gaiement juste avant ça, croyant qu'ils allaient retrouver Buccellati vivant et que tout allait enfin finir. Plus spécifiquement, Mista est très émotif et vu comment il a pété un câble à la mort de Narantia, j'imagine même pas sa réaction à celle de Buccellati. Surtout que Giorno a très probablement dû finir par avouer qu'il était déjà au courant de la mort de Buccellati. Et à mon avis, ça a pas dû faire plaisir à Mista qui garde tout ça pour lui. Ensuite, dans le cas de Trish, ça n'a pas dû être facile non plus, car elle sait que Buccellati s'est entièrement sacrifié pour elle, du moins je l'espère.
Et que si elle est pas six pieds sous terre aujourd'hui, c'est en très grande majorité grâce à lui, pour ne pas dire uniquement. Trish avait un lien très spécial avec Bucciarati, un lien très ambigu dont il est difficile de connaître la véritable nature profonde. Alors ils ont dû tous pleurer un bon coup, c'est sûr. Ou peut-être pas en fait. On n'en sait rien en vrai, peut-être que Trish en avait juste rien à battre du sacrifice de Bucciarati, ou peut-être qu'elle avait pas envie de pleurer pour lui après tout, hein. Et justement, c'est en cela que cette scène est mystérieuse. Et si on y avait eu accès, si Araki avait décidé de la mettre en forme, cela aurait très probablement approfondi encore plus l'idiosyncrasie des personnages et nous en aurait montré une autre vision. En tout cas, moi j'aurais vraiment aimé voir l'interaction de Mista avec Giorno et la réaction de Trish. Enfin, dernier mystère de la partie 5. Giorno a-t-il oui ou non gardé la flèche Requiem? Araki a volontairement créé l'ambiguïté quant à savoir si Giorno garde GER ou non par la chute symbolique de la flèche par terre. La flèche acte comme une représentation métaphorique du poids des sacrifices réalisés pour vaincre Diavolo, et pour permettre à Giorno de parvenir au bout de sa quête. Prenant la flèche, Giorno devient alors un gardien du destin car il empêchera quiconque de s'en emparer et d'obtenir des pouvoirs qui lui octroieraient un contrôle sur le destin. Similairement, c'est là aussi le rôle intrinsèque de Gold Experience Requiem. Et ce qui est étrange, c'est que l'on voit que la flèche fusionne avec le Sand, et Trish suggère qu'elle a même fusionné avec Gold Experience pour toujours. Pourtant, elle est bien là dans les mains de Giorno en cette fin de partie 5. Dans la partie 6, Hermès montre qu'elle a subi une opération pour voir cacher des choses dans ses seins. Je ne suis pas une femme jusqu'à preuve du contraire, alors je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais... Pour moi, c'est un grand mystère, ça en vrai. Je veux dire, on voit qu'elle a toujours une poitrine relativement proéminente, donc elle a vraiment dû conserver une partie de ses seins, pas comme si elle les avait totalement enlevés, mais... C'est comment à l'intérieur en fait? Genre c'est comme une poche ou un sac de chair? Oh, c'est chelou cette histoire. Et très dégueulasse aussi. Narciso Anasui passe mystérieusement et sans aucune explication d'une femme à une fusion entre Abakio et Diavolo. Originellement, Araki avait prévu de faire de Jolie une femme bisexuelle ou lesbienne, je ne sais plus exactement. Cependant, vu qu'il semblait trop en avance sur son temps, il a considéré que ça aurait choqué alors il l'a rendu hétéro au dernier moment. Ça explique peut-être le changement de genre d'Anasui. Après, moi, ça m'aurait pas dérangé de l'avoir en demoiselle, hein, parce qu'il est plutôt bonne meuf, faut avouer. C'est génial! Weather Report, qui à l'époque s'appelait West Blue Marine, mais dont le vrai nom est en vérité Domenico Pucci, survit mystérieusement à son lynchage par des membres du Ku Klux Klan. On peut supposer que c'est le développement de son stand qui l'a sauvé. Le problème, c'est que Weather développe son stand simultanément avec Enrico Pucci quand celui-ci se fait percer par la flèche, et ce, après que Weather soit resté pendu toute une nuit durant. Donc sa survie relève du miracle. Ou alors il doit être inhumainement solide physiquement. D'ailleurs, le KKK veut lâcher Weather car ils apprennent que son père, qui n'est pas en vérité son vrai père, est noir. Pourtant, le père Pucci est noir, mais visiblement ils ne lui en veulent pas à lui. Dans la partie 6, tout le monde gagne la marque de naissance des Joestar mystérieusement. Sûrement à cause de la quête du père Pucci et des choses ésotériques qu'il produit. Enfin bon. Whitesnake peut se déguiser en Weather Report, mais visiblement il ne se sert qu'une fois de cette capacité. Alors qu'elle aurait pu lui être très utile autrement. Pourquoi Jotaro porte-t-il toujours une casquette fusionnée à ses cheveux à 40 balais? Enfin, un dernier petit mystère de rien du tout pour la partie 6. Genre, léger, hein. Rien de folichon. Le genre de truc vraiment viteuf, tu vois. Où est Giorno? Où est-il, putain? Surtout que dans une des couvertures des chapitres, il est bien dit Giorno est peut-être déjà ici, quelque part en Floride. Pourquoi n'est-il pas attiré par le père Pucci comme les autres fils de Dio? C'est un mystère. Et pourtant, malgré cette subtile petite mention de Giorno, jamais on ne le vit jusqu'à la fin tragique de la partie 6. Merci, Araki. On peut théoriser sur une multitude de raisons qui empêchaient Giorno de rejoindre le père Pucci. Mais pour le coup, ça reste un mystère de grande ampleur. Moi-même, je n'ai pas vraiment de théorie à vous avancer là-dessus, alors à vous de faire les vôtres. Dans la partie 7, le pouvoir de G-Force est en soi assez mystérieux. Ou plutôt, il l'est lors de sa première apparition quand on ne connaît pas encore ses modalités d'application. En effet, lorsque Valentine décide d'accueillir Johnny avec G-Force et de tenter de l'assassiner, et tu fais des pouvoirs dimensionnels du stand, chacun voit une version différente de l'attaque, et lorsque Gyro enquête, il est impossible de déterminer qui est le coupable. Cette partie de Steel Ball Run était l'une des plus mystérieuses, mais aussi l'une des plus compliquées à suivre et comprendre. D'ailleurs, je me demande aussi comment Lucy Steele arrive à tenir sous la table quand le président la pourchasse avec juste un couteau comme un puits. Faut vraiment qu'elle l'ait sacrément bien enfoncé alors. Le couteau, hein. Je sens très bien l'expérience, mais vu que je fais 85 kg, je ne pense pas que ça se terminerait bien pour moi. Alors si d'aventure vous avez déjà tenté l'expérience, faites-moi part. Je suis curieux. Johnny suspecte que la souris blanche qui cause la mort de son frère Nicolas est Danny. Cependant, la durée de vie d'une souris est très basse, surtout si elle se trouve dans un état de prédation sauvage. Or, Johnny l'avait relâchée dans la forêt. Donc il a très peu de chance pour que ce soit effectivement Danny. Mais, et si c'était vraiment Danny en fait? Mystère et boule de Jojo. Vu que la partie 8 est toujours en cours de publication, je m'abstiendrai de parler des éventuels mystères qui la parsèment car ils peuvent encore être résolus au fil du déroulement de l'histoire. Une des raisons qui font que j'aime particulièrement Jojo, ce sont tous ces mystères qui englobent l'œuvre d'Araki. Cela ajoute véritablement une dimension transmédiatique avec le lecteur, puisqu'il s'amusera à chercher des résolutions aux mystères que pose Araki.
J'avoue quand même qu'il y a des mystères qui torturent vraiment l'esprit et dont on veut vraiment les réponses, comme par exemple Giorno qui n'est pas là dans la partie 6, ou la découverte du corps de Buccellati. Alors certes, les mystères de Jojo sont bien souvent congruents avec les pertes de mémoire spontanée d'Araki, et le même Araki Forgot, mais je suis persuadé que l'auteur lui-même s'en amuse, et que cela ne le dérange pas, au contraire. Et puis, quelles seraient les aventures bizarres de Jojo sans ces bizarreries et autres mystères? Je suis curieux de voir les mystères que vous avez découverts de votre côté, et n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, car je les lis presque tous. Et ouais. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et revenir pour des vidéos régulières sur Jojo. Arrivederci.